on va procéder à l'appel. Je ne sais pas qui c'est, monsieur le DG, c'est qui c'est comme ça. Romain Lopez. Présent. Luc Portes. Présent. Annie Delché. Jérôme Pougnan. Présent. Claudine Matala. Pierre Puchouot. Présent. Stéphanie Gaillet. Présent. Guy Lourmed. Présent. Sophie Lopez. Daniel Châtel. Bernard Mouillerac. Présent. Nicole Laffineur. Présent. Pierrette Esquieux. Daniel Papuga. Robert Pomarède. Georges Ségard. Marilyn Descamps. Arlette Cazorla. Philippe Garcia. Michel Albergussi. Philippe Lerminez. Pardon, excusez-moi. Garcia est présent. Philippe Lerminez. Il y a trop de Philippe là. Philippe Garcia présent, donc Philippe Lerminez représenté. Jean-Christophe Thiers. Anne-Marie Dupont. Frédéric Jean-Riès. Présent. Jessie Cotinet. Laurine Gonzalez. Représenté. Soufiane Achtoui. Robert Dupart. Présent. Jean-Claude Lorenzo. Ignace Vella. Présent. Franck Bousquet. Marie Cavalier. Estelle Emami. Merci à tous. Donc l'ordre du jour est pas très long. C'est dommage parce qu'on a beaucoup de public. Un peu. Est-ce que vous pouvez. Voilà. Merci, super. On a beaucoup de public, mais avec un conseil municipal avec pour une fois un ordre du jour assez léger. Donc je pense qu'on ne terminera pas à 22h, surtout si les 6 élus de l'opposition restent avec nous jusqu'à la fin, ce que l'on espère évidemment, grâce notamment pour porter les valeurs qui nous rassemblent. Je voulais juste faire un petit bilan sur la sécurité, puisque nous sommes en 2022, c'est le premier conseil municipal de 2022. Et je souhaitais du coup faire un petit bilan avec vous, puisque comme on l'a souligné, chiffre à l'appui, la ville de Moissac connaît un regain d'attractivité. On le constate sur le commerce, notamment les permis de construire, et de nombreux projets privés qui sont en cours d'élaboration ou d'aboutissement. Certains vont d'ailleurs aboutir très prochainement. Nous étions convaincus que le redémarrage de notre ville passerait par un préalable indispensable à nos yeux, la restauration de la tranquillité et de la salubrité publique. Dès notre arrivée aux affaires, des consignes claires ont été passées à la police municipale. Fini l'excuse, fini la pédagogie, place à la tolérance zéro. Ainsi, entre 2019 et 2020, nous avons multiplié par près de 4 le nombre de contraventions pour dépôt sauvage de déchets. 2021 marquait plusieurs évolutions pour aboutir à ces résultats. Une augmentation des patrouilles mixtes police-gendarmerie, notamment en centre-ville, le recrutement d'un 11e policier municipal, qui est entré en fonction au mois de novembre, les achats d'une caméra mobile et de 2 caméras de chasse pour les zones rurales, ainsi que l'instauration des patrouilles nocturnes estivales jusqu'à 1h le matin, puisque avant notre arrivée aux affaires, la police rentrait se coucher à 23h. Ces efforts nous ont permis de dresser 125 contraventions pour des infractions au code de l'environnement, essentiellement des dépôts sauvages de déchets, et 35 contraventions pour tapage nocturne. 104 véhicules également ont été repérés pour stationnement abusif ou abandon sur la voie publique. Ils ont été enlevés et mis en fourrière avec une augmentation de 31%. Les efforts commençant donc à payer, cela se voit, cela se dit, cela se constate, y compris par nos services. Nos efforts vont cependant évidemment perdurer. Ainsi, en 2022, nous engagerons un plan d'achat de caméras fixes après repérage des points noirs en matière de déchets. Nous assermenterons 2 agents supplémentaires du service propreté pour fouiller les poubelles. Nous augmenterons également le nombre de patrouilles mixtes avec la gendarmerie sur les périodes de vacances scolaires, je pense notamment aux vacances de Pâques. Un 12e policier sera recruté durant le second semestre. Une permanence de la police ouvrira dans la maison municipale du Sarlat. Les patrouilles nocturnes de la police, puisque ça a été un succès, seront prolongées lors des vacances d'été 2022 avec une nouveauté, la présence de la police le dimanche après-midi ainsi que le soir en juillet et en août. Il nous semblait que cela était nécessaire puisque Moissac étant la principale ville touristique du département,
Le dimanche après-midi, les touristes flânent en ville et il n'y avait pas de police municipale, donc nous allons remédier à cela pour les périodes de juillet et d'août. Nous mettons donc tout en œuvre pour que nos aînés puissent dormir en toute tranquillité et éviter le vacarme, notamment qui peut être entendu en cœur de ville, que les Molsguais se baladent en toute sérénité, en se sentant bien chez eux, que les touristes aient une image positive de notre ville. Je l'ai dit et je l'ai redit et nous le redisons, tant que nous serons aux affaires, fini l'excuse, fini la pédagogie, une seule méthode, une seule philosophie, la tolérance zéro. Monsieur le premier adjoint, après la sécurité, on va passer au personnel et aux finances. Merci. Donc on attaque directement le conseil municipal. Tu présentes pas le PV, ouais. Avant de céder la parole à Luc, on va quand même procéder au vote du procès verbal de la séance du 16 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Et on entame les délibérations. Abstention, pardon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de vous voir. Donc je vais céder la parole à Luc Portes pour le personnel et les finances. Première délibération portant approbation de la mise à disposition d'un personnel de la communauté de communes Terre de Confluent auprès de la commune de Moissac. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée des termes du décret 2008-580 du 18 juin 2008 qui fixe les règles de mise à disposition du personnel municipal auprès des organismes d'accueil dans le cadre d'activités liées au service public. Il énonce également l'intérêt de ces mises à disposition auprès d'organismes publics participant activement à des activités liées au service public. Il précise qu'un agent éducatrice des jeunes enfants à la communauté des communes, Terre des Confluents, est actuellement mis à disposition de la ville de Moissac depuis le 1er avril 2021. Suite au transfert des compétences petite enfance du CCAS vers la ville, à hauteur de 9 heures par semaine, afin d'assurer la co-animation, la promotion vers la ville au lieu d'accueil des enfants parents, l'AEP. La dite mise à disposition est arrivée à terme le 31 décembre 2021. Monsieur le maire ajoute que pour le bon fonctionnement du lieu d'accueil des enfants parents, il convient de renouveler cette convention. À cet effet, Monsieur le maire fait lecture du projet de convention et invite l'Assemblée à se prononcer sur les conditions de renouvellement de cette mise à disposition. Donc on repère ces 9 heures qui sont mis à qui était d'abord un agent du CCS sur 9 heures, qui aujourd'hui est agent communal pour 9 heures. On peut apporter la précision que la fin de cette mise à disposition engendre une économie de 8 100 € sur l'année. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La numéro 2 sur les emplois liés à l'activité saisonnière au camping. Alors, la création d'emplois liés à l'activité saisonnière pour le camping municipal. Je rappelle que ce camping maintenant a une régie et nous pouvons annoncer d'ores et déjà que cette régie pour l'année 2021 a été équilibrée. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l'article 3, alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le camping municipal, pour son bon fonctionnement, nécessite l'embauche temporaire de personnel. En effet, l'activité saisonnière de ce service impose de faire appel à des agents non titulaires. À ce titre, Monsieur le maire propose le recrutement de 2 agents non titulaires saisonniers pour une période de 6 mois, soit du 1er avril au 30 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des interrogations? Pas d'interrogation, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La numéro 3 sur la mise à jour des effectifs des emplois permanents. Donc, ça va être un peu plus délicat. C'est une libération que nous avons prise antérieurement, en décembre, de celle des hommes exactement, et qui a mené des remarques. Et donc, de ce fait, nous sommes obligés donc, de délibérer pour annuler, pour repartir sur une nouvelle, avec, vous allez le voir, ce n'est que des virgules.
Enfin, on y sommes obligés de passer par là. Monsieur le maire expose qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. Une erreur matérielle s'est glissée dans la délibération présentée au mois de décembre 2021 et il convient de l'annuler et de la remplacer par la présente. Alors, monsieur le maire précise qu'il expose qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité une proposition de l'autorité territoriale de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. Alors, pour expliquer rapidement le tableau, est parti de 1er janvier 2022, c'est-à-dire on a repris la situation du 1er janvier 2022, suivant les salaires de janvier 2021, auxquels on ajoute, il faut compter, et en plus, les agents en dispo de droit, les agents en dispo pour convenance personnelle, ce qui fait qu'on a quand même 41 postes vacants, qui font 16 agents en dispo, 18 agents en ayant bénéficié d'un avancement de grade et 10 agents de détachement, retraite ou mutation. Il est certain que là, les créations de postes, en fait, ce n'est pas des créations de postes, puisque les agents sont déjà dessus leur poste. Simplement, après, il faudra les passer en CP pour annuler ces postes. Un agent, pour expliquer la chose, un agent change le grade, il laisse son poste, il va sur un autre grade. Donc on crée le nouveau grade. L'ancien grade, il faudra l'annuler par délibération, mais avant tout, il faut que ça passe au comité technique. Donc on ne peut pas le faire en même temps. C'est laborieux parce que bon, je comprends que c'est difficile à suivre et que la préfecture, ne vous inquiétez pas, elle nous surveille de très très près. Je peux le corroborer, en effet. Mais tant mieux, ça nous permet d'être encore plus droit que les autres. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Bousquet. Oui, merci. Bon, non seulement il n'y a pas beaucoup de délibérations, mais en plus ce sont toujours les mêmes, donc au moins ça facilite le débat. Donc on va répéter rapidement ce qu'on a dit la dernière fois, puisque je vous rappelle qu'on a voté contre cette délibération. On va voter contre cette délibération parce que la politique vis-à-vis du personnel, elle nous semble complètement contre-productive. Alors en fait on hésite. Moi, quand je vois ce qui est fait, j'hésite en fait entre la chasse aux sorcières ou l'incompétence. Peut-être que c'est les deux, mais on voit effectivement un nombre, je ne sais même pas s'il reste un chef de service par rapport à ce qui était en place quand vous êtes arrivé. C'est-à-dire que toutes ou presque les compétences se sont évaporées, sans qu'il y ait forcément effectivement un jointage. Et on se retrouve, non, mais si vous préférez le stand-up que la démocratie, vous pouvez monter derrière et rire entre vous. Ça nous ira très bien, au moins on saura pourquoi on est rôle de Paris. Donc, je répète, si effectivement vous pensez que votre politique du personnel, dans laquelle on se retrouve avec un nombre d'agents en disponibilité, en maladie, qui partent de plus en plus important, on va se retrouver effectivement avec une mairie qui fera strictement n'importe quoi. Voilà, donc à partir de maintenant, les délibérations sur le personnel, on votera contre, et je pense que c'est même pas la peine d'entamer un débat, puisque de toute façon ce qui vous intéresse, c'est plus la rigolade entre vous que d'entamer un débat démocratique. Donc, on restera là, on s'exprimera, comme on s'est toujours exprimé, et alors le débat, de toute façon, vous n'en voulez pas. Ce qui vous intéresse, effectivement, c'est être entre vous, c'est faire des petites blagues, mais vous êtes mieux chez Hanouna qu'en tant que maire d'une ville. Donc, à partir de maintenant, effectivement, on fera une intervention et ça sera terminé. Je remercie vos propos, puisque je suis ici chez Hanouna. En tout cas, 66% des Moisselais ne considèrent pas cela comme vous. Donc, il y a 66% de crétins à Moissac, ils apprécieront. La seule chose qui me gêne dans ce débat, c'est bon, pas moi, à la limite, je m'en fous au terme du temps. Mais c'est les agents que nous avons là. Nous avons actuellement là 7 chefs de service avec un DGS. Je ne sais pas comment ils peuvent l'interpréter, mais à mon sens, et aujourd'hui, je peux les remercier pour le travail qu'ils font. Et je vous assure que c'est de bon boulot.
nous verrons d'ailleurs sur le prochain conseil municipal, qu'on n'est pas si nul que ce que vous le prétendez, preuve par les chiffres. Et également, je pense que si nous étions aussi nuls que cela, Anne Hidalgo et moi-même, j'en reviens, au mois de juin, on n'aurait pas fait 66% dans la commune, parce que les Moissaguais ont voté sur les actions municipales en réalité. Donc c'est-à-dire que les élus que vous avez en face de vous, dans cette salle, de la majorité, sont tous des élus qui apportent leur pierre à l'édifice pour retrouver un Moissac. Et je pense que les Moissaguais s'y retrouvent aussi, sinon ils n'auraient pas plébiscité autant sur la dernière élection. Et de deux, effectivement, je rejoins Luc Portes, il y a toujours ce mépris, cette condescendance, cette gauche donneuse de leçons qui dit défendre les fonctionnaires, mais lorsqu'on pratique la politique du mérite et de l'effort, qui est propre effectivement à des municipalités plutôt de droite, je le reconnais, de suite, les agents qui montent en catégorie, que ce soit à la culture, que ce soit à l'enfance, que ce soit aux festivités, de suite, il y a de la suspicion en disant mais ils ne sont pas catégorie A, donc ils n'apporteraient pas grand-chose. Croyez-moi qu'ils apportent bien plus que ceux qui sont partis ou que ceux qui se mettent en indisponibilité. Bon, je continue sur la délibération numéro 4, portant modification du tableau des effectifs qui fait suite à la 3. Ah, pardon. Alors, on va passer au vote tout de même, puisqu'on respecte encore la démocratie. Je ne sais pas d'ici la fin du mandat, mais pour l'instant on respecte. Donc, petit aparté, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée. Donc, délibération qui fait suite à la troisième, délibération numéro 4, délibération portant modification du tableau des effectifs. Alors, Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'au terme de la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, je vais l'activer puisque ça ne vous intéresse pas trop, donc je vais essayer d'aller plus vite. Modifier les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs relève la compétence de l'Assemblée délibérante. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'un agent des écoles titulaire à 33 heures hebdomadaires a obtenu le concours d'ATSEM. De ce fait, il convient de créer un poste d'ATSEM. Le poste, c'est en créer un poste d'ATSEM principal deuxième classe. On les appelle maintenant depuis très peu, il faut donc corriger les choses, c'est ATSEM principal deuxième classe. Le poste d'adjoint technique actuellement occupé par l'agent sera supprimé à l'issue de la période de détachement de l'agent sur son nouveau grade. Ce qu'on retrouve là, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Quand on crée un poste, on nomme un agent qui a passé un concours, donc je crois que c'est une bonne promotion, mais il faudra supprimer un poste qu'il avait. Donc on aura les remarques la prochaine fois quand on supprime des postes. Enfin, je pense que c'est un poste pour un poste. Un agent du service AED-AESH, actuellement à 28 heures hebdomadaires, a demandé une mise à disponibilité. De plus, un agent de catégorie A de la communauté des communes est mis à disposition de la commune afin d'assurer une mission d'accueil, des missions d'accueillante au lieu d'accueil enfants-parents. Or, les règles d'accueil de l'LAEP imposent 2 accueillants, mais n'imposent pas d'autres compétences que celle d'avoir suivi la formation d'accueillant dispensée par la CAF. Un agent de la collectivité, actuellement en contrat aidé, est en cours de validation des acquis de l'expérience pour un diplôme d'éducateur spécialisé. Cet agent possède donc le profil pour occuper ces 2 missions. Dans ce cadre, il est proposé de créer un poste d'agent spécial à 35 heures hebdomadaires. Un agent de catégorie B au centre technique a demandé une mise à disponibilité et un agent de la collectivité a réussi son concours de technicien territorial. Suite au jury de recrutement pour remplacer l'agent en disponibilité, la candidature de l'agent ayant obtenu son concours a été retenue. Il convient donc de créer un poste de technicien territorial à 35 heures hebdomadaires. Un agent du centre technique municipal a depuis le 1er juillet 2021 changé d'affectation et pris le poste de gestion de patrimoine bâti, adjoint au directeur des services techniques. Les missions qu'il effectuait au centre technique municipal étant indispensables au bon fonctionnement du service, il convient de créer un poste d'adjoint technique afin de permettre le recrutement d'un agent qui effectuera les dites tâches. Tout ça, donc on voit bien que c'est des promotions.
Un agent du multi-accueil arrive au terme de son contrat parcours, emploi compétences. Les missions exercées par cet agent étant nécessaires au fonctionnement du service, il convient de pérenniser son poste en créant un poste d'adjoint technique territorial à 20 heures hebdomadaires. Aussi, on peut considérer que c'est un avancement et c'est un plus pour l'agent. Deux agents, auparavant affectés au service enfance, ont au cours de l'année 21 muté respectivement à la police municipale et à l'administration générale. Ces deux postes sont nécessaires au fonctionnement du service et à l'encadrement des enfants. Il convient donc de créer deux postes d'adjoint et d'animation à 32 heures hebdomadaires. Donc volonté, vous voyez bien qu'on suit toujours la volonté des agents, on les accompagne et on fait en sorte qu'ils s'éclatent dans leur travail. De la volonté de renforcer les effectifs de la police municipale et enfin de veiller au bon ordre de la tranquillité publique, il est proposé la création d'un emploi permanent de gardien brigadier de police municipale dont les fonctions sont définies à l'article 2 du décret 2006-1397 du 17 novembre 2006 d'une durée hebdomadaire de 35 heures, en application des dispositions statutaires régissant la fonction publique territoriale. En fait, voilà le seul poste que nous créons, avec volonté municipale, donc qui fait suite au débat de M. le maire de tout à l'heure. Un poste d'adjoint technique a été créé en juin 2021 pour la gestion des salles. Le recrutement ayant eu lieu en interne, il convient de modifier l'affectation de ce poste vers le service voirie, afin de répondre aux nécessités de service. Là aussi, promotion interne. 3 adjoints techniques sont en disponibilité pour convenance personnelle depuis plus de 3 ans. La collectivité souhaite pérenniser ces agents non titulaires sur ces postes vacants. Pour 2 de ces postes, il convient de modifier les affectations et pour le 3e, il convient de modifier le grade. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 agents qui étaient donc en disponibilité avant notre arrivée continuent à l'être. Donc, on crée les postes pour que les agents qui les remplacent deviennent aussi stagiaires et voire titulaires plus tard. Donc, je pense aussi que c'est un plus, un bonus pour les agents. Alors, Monsieur le maire propose par conséquent à l'Assemblée délibérante de modifier le tableau des effectifs de la collectivité de la façon suivante. C'est ce que je vous ai dit. Merci Luc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 5, c'est le débat sur la protection sociale complémentaire que nous irons faire avant demain. Là aussi, c'est un débat obligatoire à débattre impérativement avant le 18, donc on est juste dans les délais. Et donc, débat sur la protection sociale complémentaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le complémentaire qui a été voté donc, par l'équipe antérieure, hein, donc nous avons poursuivi dans la même lignée. Les agents donc, ont la possibilité de bénéficier de cette assurance qui n'était pas obligatoire, qui justement va le devenir obligatoire. Donc pour nous, ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut quand même en débattre. Et donc c'est pour ça que je vous lis la délibération. Monsieur le maire informe le conseil municipal que l'ordonnance 2021-175 de son article 4 prévoit que l'organe délibérant doit tenir un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire avant le 18 février 2022. À ce titre, Monsieur le maire propose d'échanger sur les dispositions réglementaires, l'état des lieux de la collectivité et les évolutions envisagées d'ici 2025-2026. Donc c'est pas pour aujourd'hui, mais d'ores et déjà on peut en discuter. Alors, ce que je peux vous faire un petit résumé facile pour façon que vous puissiez en débattre. Le 1er janvier 2025, ça sera une obligation. Donc, pour l'obligation pour la prévoyance, 20%. Et le 1er janvier 2026, c'est l'obligation pour la santé, 50%. Alors, ces pourcentages s'appliquent sur un montant de référence non connu à ce jour. On pense qu'il sera de 30 €, hypothèse, mais d'ici 2025, ça risque, et j'espère, évoluer. J'espère pour les agents, pas pour la commune, parce que vous avez compris, ça serait une dépense supplémentaire. À ce jour, pour la santé, on a 71 agents, ce qui correspond à 1 219 € par mois. La prévoyance, c'est 96 agents, qui correspond à 480 € par mois. Et nous passons actuellement par la société Sofa 6
participation à 5 euros brut par agent. C'est-à-dire que si on fait le calcul, 5 euros par 96 agents, ça fait bien 480. Alors après, nous y avons deux possibilités dans 2025, soit de prendre la labellisation, c'est-à-dire que participation de la qualité à tous les agents ayant contracté un contrat libellé, et uniquement libellé. Donc ça c'est une possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est convenir convention de participation, où la commune cherche donc une société labellisée aussi, et donc les agents ont la possibilité donc d'adhérer ou pas. C'est facultatif pour eux. Alors il y a une petite remarque, si on s'appuie sur les 30 euros hypothèse qu'on a aujourd'hui sur la valeur de base, ça voudrait dire que les agents perdraient, par rapport à cette base, perdraient en 2025 si on reste sur la même base. Donc j'attire uniquement cette attention. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc on travaillera cela avec les représentants du personnel sur les 2 ans à venir. J'ajouterais que tout ça sera travaillé au comité technique. Donc s'il n'y a pas de questions, c'est un prendre acte. Donc il n'y a pas de vote sur cette délibération. La numéro 6, ça concerne une exonération pour l'école de musique. C'est présenté par Sophie Lopez. Ça marche? École de musique de Moissac, exonération partielle du paiement du 3e trimestre 2020-2021. Donc en raison des mesures de restriction sanitaire et particulièrement en raison du couvre-feu entre janvier et juin 2021, le centre culturel ayant été fermé dès la fin de l'après-midi, les cours d'instruments pour adultes n'ont pas pu se tenir en présentiel et ont été donnés en visioconférence. Cependant, les cours collectifs pour enfants, éveil musical, initiation, jardin musical, atelier de percussion n'ont pas pu se tenir en visioconférence car il était trop difficile de faire jouer les enfants ensemble et qu'un cours particulier n'aurait pas eu de sens pour des apprentissages collectifs. La municipalité souhaite faire un geste financier en faveur des familles dont les enfants étaient inscrits au cours d'éveil musical, d'initiation, de jardin musical et ou d'ateliers de percussion et qui n'ont pas pu bénéficier de cours en visioconférence en les exonérant du paiement du 3e trimestre 2020-2021, soit d'avril à juin 2021. La facturation de cette période ayant déjà été effectuée et payée par les familles, cette exonération se traduira par la non-facturation des sommes dues pour le trimestre à venir, soit le 3e trimestre 2021-2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. La numéro 7, le catalogue des tarifs. Luc Fortes. Le catalogue des tarifs, pour moi, doit se faire qu'une seule fois dans l'année et ne doit pas bouger de toute l'année. Or, il s'avère que le budget sera voté donc assez tardivement, c'est-à-dire dans les délais légaux, mais assez tard par rapport à une manifestation et à un tarif supplémentaire que nous devons mettre en place. C'est pour ça qu'on présente une nouvelle délibération. Alors, un spectacle sur lequel le tarif indiqué par l'acteur n'est pas dans notre catalogue, donc il faut le créer, une obligation, sinon on ne pourrait pas faire la recette. Et le deuxième, c'est on fait des œuvres que nous avons en dépôt et sur lesquelles on n'avait pas de tarif. Donc il est lieu de créer un tarif de façon à faire payer cet artiste qui nous laisse des œuvres sur le dos, en attente. Alors je vous lis la note de synthèse. La ville encaisse des recettes de fonctionnement nécessitant la fixation des tarifications par la libération du conseil municipal, notamment pour les redevances pour prestations de services, les redevances pour l'utilisation du domaine, les impôts et taxes liés aux services publics et au domaine de la collectivité.
Le conseil municipal doit se prononcer sur les créations ou les modifications de tarifs. Il convient aujourd'hui d'approuver la modification de la grille tarifaire des spectacles culturels en vue de l'ouverture de la billetterie pour les prochaines animations et la création d'un tarif couvrant les frais de gardiennage des œuvres d'art conservées temporairement dans les réserves du service patrimoine de la ville, dans l'attente de leur transfert vers un nouveau lieu d'accueil. Toute autre modification ou création de tarifs devra faire l'objet d'une nouvelle délibération. Donc je vous rappelle, ce catalogue des tarifs sera donc proposé lors du vote du conseil municipal et donc j'espère bien qu'il restera fixe jusqu'en fin d'année. Alors, si vous voulez regarder le catalogue des tarifs, c'est situé à la page 15 et à la page 19. C'est les pages qui vont être modifiées. Des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Catalogue adopté, je vous remercie. La numéro 8, Claudine Matala, pour l'amendement avec Mage. Attribution de subventions. Avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs commune de Moissac. Association Moissac Animation Jeune. Versement d'une subvention pour l'année 2022. La convention pluriannuelle d'objectifs commune de Moissac, Association Moissac Animation Jeune, approuvée par le conseil municipal le 5 mars 2020 et signée le 13 mars 2020, prévoyait en son article 4 une subvention de 120 000 € pour l'année 2022. Conformément au principe d'annualité budgétaire rappelé à l'article 4 et à l'article 10 de la Convention, cette subvention doit faire l'objet d'un vote du conseil municipal qui prend la forme d'une approbation de l'avenant à la Convention. Claudine, je rappelle que c'est une convention triannuelle. Nous avons voté l'an dernier les 120 000 €. Cette année, nous revotons à nouveau les 120 000 € et la convention se terminera au 31 décembre 2022. On précise que le versement se fera 3 fois. 60 000 € en février, donc enfin ce mois-ci, 30 000 en juin et le solde en septembre 2022. Y a-t-il des questions? Oui. Heureuse association Mage, puisque effectivement ça va être la seule aujourd'hui qui sait à peu près ce que va être son année 2022 sur la ville de Moissac. Puisqu'on arrive au 17 février, c'est le premier conseil de l'année. On n'a pas eu le début du commencement d'un débat d'orientation budgétaire. Entre parenthèses, la plupart des collectivités ailleurs dans le département et ailleurs en France ont voté leur budget. Nous, on n'a pas eu de DOP. Aujourd'hui, effectivement, bien sûr, on va voter la subvention à Mage, ça c'est pas la question. En revanche, on va le voter dans un flou complet, dans une obscurité totale, puisqu'on n'a aucune idée de ce que sera le budget 2022. On découvre au gré d'une décision qu'il va y avoir 25 000 € pour une association parisienne pour animer les rues. Puis, on revoit la même association qui va toucher aussi 25 000 € par le CCAS pour animer les rues aussi, toujours une association parisienne. Donc voilà, il y a des décisions qui sont prises, de l'argent qui est dépensé, on n'a aucune visibilité, on ne sait pas quel sera le budget de la ville, on commence à voter des subventions, mais voilà, du flou complet, du flou total. Mais c'est un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure avec le personnel. Je précise juste que si nous ne votons pas cette subvention, Mage ne pourrait pas avoir les 60 000 € de versés et par conséquent serait aujourd'hui en arrêt. Donc il est évidemment indispensable de voter cette subvention. Pour le reste, je sais la parole du Portes, mais qui vous a déjà expliqué l'an dernier notre philosophie concernant le vote du budget. Donc, comme vous le savez, le vote du budget s'appuie donc sur des réunions de commission. Certes, il n'y en a pas eu encore, elles sont programmées, vous allez les recevoir. Nous espérons bien que vous serez présents, enfin. Bon, c'est une parenthèse. Nous pouvons travailler sans vous, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, ce qui concerne le budget lui-même, on est dans les délais, puisqu'il doit être voté le 15 avril au plus tard, donc ça sera fait avant. Il y aura un débat d'orientation budgétaire, comme il est prévu par la loi. Il y aura une commission sur commission finance en ce qui concerne le fonctionnement. Il y aura une commission finance en ce qui concerne l'investissement. Donc tout sera respectueux et tout sera clôturé à bon escient, à bon moment.
oui, vous l'avez dit, il y a des collectivités qui font le choix de voter le budget avant, sauf que, et c'est le cas au conseil départemental, nous l'avons voté ce lundi, sauf que ce budget en réalité n'est pas réellement concret, puisque au mois de mai, il y aura une décision modificative. Donc en fait, on a voté un budget en n'ayant pas toutes les lignes, enfin le montant des lignes sur l'année. Donc nous, on ne vote pas un budget à la louche, on vote un budget à l'euro près. Vous avez évoqué les subventions aux associations. Là aussi, ça fera l'objet d'un débat, il n'y a pas de problème, hein, puisque les associations ont été reçues par une commission déléguée spécialement pour ça, désignée spécialement pour ça, et donc il fera l'objet d'un débat, et ces propositions seront débattues honnêtement et clairement, et seront proposées après au conseil municipal, ce qui est tout à fait logique et normal. On est en démocratie, on respecte toute la démocratie, de A à Z. Et pour clôturer, habituellement, puisque certains d'entre vous étaient au conseil municipal sous le mandat précédent, les subventions aux associations étaient votées en avril. Et on les votera pareil en avril. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. La délibération numéro 9. Sophie Lopez. Restauration du portail sud du cloître. Marché de maîtrise d'œuvre, restauration du portail sud du cloître et des parties hautes du clocher, avenant numéro 1 au marché A Edificio, mandataire du groupement. Un marché a été signé le 21 octobre 2021 concernant la maîtrise d'œuvre pour la restauration du portail sud du cloître et des parties hautes du clocher avec la SARL A Edificio, mandataire du groupement, Olivier Roland, atelier Rachez et Moreau, Hydrosol, ingénierie et EVHA. Le montant du marché s'élève à 420 420 € hors taxe. À ce jour, des prestations ne sont pas à réaliser, notamment les opérations complètes de dessalement, et il est donc nécessaire de les retirer. En effet, seules les prestations de diagnostic sont à prendre en compte. En conséquence, il y a lieu de diminuer la rémunération des deux membres du groupement comme suit. La mission pour Olivier Roland passe de 27 409 € hors taxe à 8 116 € hors taxe. La mission pour l'atelier Rachez et Moreau passe de 47 639 à 11 641 € hors taxe. Le montant du marché pour le groupement, dont la SARL A Edificio est mandataire, est désormais de 365 129 € hors taxe, moins 55 290 €, représentant une baisse de 13,15%. Donc l'objet de la délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1. Et j'ajouterais une chose pour répondre un peu à nos amis qui se sont posés des questions sur le budget. La commune n'arrête pas de vivre au 31 décembre. Il y a des restes réalisés, il y a des travaux qui se font, et c'est des reports qui sont tout à fait normaux. Et donc le suivi, c'est le vote du budget au plus tard le 15 avril, mais tout est déjà engagé. Hein. On travaille toujours autant, hein. Il n'y a pas de coupure. On ne peut pas imaginer que la commune s'arrête au 31 décembre. Il y a des opérations qui sont engagées, qui sont reportées, et on prendra la suite après le vote du budget. Y a-t-il des questions sur ces délibérations? Pas de questions. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 10, Georges Ségard sur la voirie et les trottoirs. Alors, délibération numéro 10, travaux de voirie urbaine et de réfection des trottoirs. Autorisation de signer l'accord cadre marché ainsi que les conductions tacites. Avis de la commune de Boissac. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre des efforts engagés par la commune sur l'amélioration du cadre de vie des riverains sur la voirie urbaine, il est nécessaire de lancer une consultation d'appel d'offres pour avoir recours à une entreprise spécialisée pour la réalisation des travaux de réfection de trottoirs nécessitant un entretien régulier ou d'une requalification complète des voiries dans les nouveaux aménagements. Il s'agit d'un accord cadre sans minimum et avec un seuil maximum de 750 000 € hors taxe pour chaque année,
L'accord cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est d'1 an. La durée maximale du contrat, toute période confondue, est de 4 ans. Les services techniques de la commune sont en charge de la maîtrise d'œuvre. Selon l'article L 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire peut être autorisé par le conseil municipal à souscrire un accord cadre avant l'engagement de la procédure de passation, sous condition que l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel soient définis. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de l'autoriser à signer l'accord cadre conformément à l'article L 2122-21-1 du CGCT, de l'autoriser à signer l'ensemble des reconductions de l'accord cadre ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution. Juste un petit mot pour bien préciser que tous ces travaux sont faits avec nos techniciens, nos agents donc, qui sont si critiqués et qui donnent tellement de satisfaction pour nous. On les remercie, enfin moi personnellement je les remercie encore une fois. Merci Georges, merci Luc. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 11, Stéphanie Gagné. Alors, c'est pour le réaménagement et les mises aux normes de la maison Achon en micro-crèche et lieu d'accueil enfants-parents. Autorisation donc de signer les marchés de travaux et de demande de subventions. Donc, afin de répondre aux besoins et attentes des familles, la ville de Moissac souhaite réaménager et mettre aux normes la maison Achon, donc 13 rue Sainte-Catherine, afin d'y installer une micro-crèche de 12 places et le LAEP. Ce bâtiment des années 1800 ne répond pas aux normes énergiques. Un diagnostic énergétique a été réalisé. Il s'avère que l'immeuble est très énergivore et présente un confort thermique très médiocre, donc température basse l'hiver et chaude l'été. Le lieu est également non accessible pour les personnes à mobilité réduite, nécessitant une mise aux normes, donc déplacement interne et externe, largeur des ouvertures sanitaires. Des travaux de réaménagement et de mise aux normes sont donc nécessaires. La maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement MGS Architectes Sud EcoWatt. Les travaux se décomposent en 7 lots. Donc, je ne vais pas tous les énumérer, mais tout est, ça part du gros œuvre jusqu'à la peinture et le nettoyage des travaux. La durée des travaux est estimée à 10 mois. Le montant estimatif de l'opération s'élève à 427 434 € hors taxes pour les travaux et à 43 660 € hors taxes pour les études. Selon l'article L 2222-21-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire peut être autorisé par le conseil municipal à souscrire un marché avant l'engagement de la procédure de passation du marché, sous condition que l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel soient définis. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver le réaménagement et la mise aux normes de la maison Achon en micro-crèche et l'AF, de l'autoriser à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de l'État, du conseil départemental et de la communauté de communes Terre de Confluence, d'inscrire ce dossier aux politiques contractuelles du PETR, dont le contrat de relance et de transition écologique, CRTE, de l'autoriser à signer les marchés conformément à l'article L 2122-21-1 du CGCT et de toute pièce à intervenir. Ces subventions représenteraient donc 7,57% pour le conseil départemental, 20% pour l'État, 52% pour les allocations familiales et il resterait 20% pour la commune, donc ce qui représenterait une charge de 94 218 € sur 471 100 € à peu près. Voilà.
Merci. Stéphanie, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Ignace. Léa. Comment ça se fait que la communauté des communes est généreuse de nourriture? Non, je posais la question, comment je regarde le pourcentage de subvention de la communauté des communes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous qui avons fait appel au FPIC. Chaque commune a plusieurs milliers d'euros sur un mandat qui est alloué par l'intercommunauté. On a une enveloppe pluriannuelle. Et en fait, avoir sollicité cette enveloppe à 1000 euros nous permet de décrocher des fonds de l'Union européenne. Voilà. C'est un bras pour avoir des fonds de l'Union européenne. Donc, de nos contributions nationales. Non, mais quand je voyais ça, je pensais qu'ils étaient contre le projet. Non, pas du tout. Je posais la question. Voilà. Après, on ne demande pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a les autres partenaires qui nous aident massivement, notamment l'État sur ce dossier. Et donc, du coup, on garde notre enveloppe FPIC dont on bénéficie sur l'intercommunalité pour d'autres projets. D'accord. Il faut se souvenir que la commune a l'obligation de participer à hauteur de 20%, le minimum. Pareil pour la maison municipale, c'est pas la maison municipale, quel projet, je ne sais plus lequel, mais si la maison municipale, je crois. Également, on avait fait appel au FPIC à 1000 euros, je crois, pour avoir des fonds européens là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération T, numéro 12, Maître Pichot. Au PRU 2019-2024, attribution d'une subvention communale à des propriétaires occupants. Compte tenu que ce conseil est filmé, je ne citerai pas le nom des pétitionnaires. Monsieur A et Madame B, donc c'est dans la version amélioration thermique. La ville de Moissac est dans une dynamique de valorisation patrimoniale depuis 1985. Ce travail de longue haleine est mené par la collectivité à travers la mise en place des dispositifs des outils LAGAP. Elle poursuit cette démarche avec l'avènement de nouveaux dispositifs complémentaires tels que l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, l'opération Petite Ville de demain. La mise en place du dispositif OPAERU constitue une réelle ambition des vitrines pour revaloriser le patrimoine immobilier du centre ancien et du Sarlat, quartier prioritaire politique de la ville, des zones d'entrée de vie et des quartiers intermédiaires, ou même Maroc. Ces actions consistent à apporter aux propriétaires bailleurs et occupants des aides spécifiques afin qu'ils puissent réaliser des travaux sur leurs biens immobiliers. Monsieur A et Madame B sont propriétaires occupants d'une maison de ville située comprise dans le périmètre de l'OPAERU, quartier intermédiaire pour le Maroc. Dans ce cadre, ils peuvent bénéficier des aides OPAERU. Le montant des travaux subventionnables est de 11 937 € hors taxes, qui se décompose donc en une installation d'une VMC, un remplacement des menuiseries, isolation des combles perdus et isolation du plancher bas. Pour ce type de dossier, l'aide communale est de 1 000 € conformément au cahier des charges. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Pierre. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Par contre, sur la prochaine délibération, Pierre, voilà, l'adresse, il faut également la faire sauter. D'accord. Bien, alors, l'opération PAERU 2019-2024, attribution d'une subvention communale à des propriétaires occupants dans le cadre du dossier autonomie. Je vous fais grâce de la note de synthèse qui est la même que lors de la précédente délibération. Le montant, alors, ces actions consistent à apporter aux propriétaires bailleurs occupants des aides spécifiques afin qu'ils puissent réaliser des travaux sur leurs biens immobiliers. Madame A est propriétaire
occupante, ménage à revenus modestes, d'une maison située à Moissac, dans le périmètre de l'Opairu, quartier intermédiaire pour Mémaroc. Dans ce cadre, elle peut bénéficier des aides Opairu. Le montant total des travaux subventionnables est de 2 475 € hors taxes. Conformément à la convention d'opération, la commune attribue des aides à hauteur de 5% du montant des travaux subventionnables, soit 124 €. Il s'agit là, pour cette personne, de remplacer la baignoire par une douche. Tel est l'objet de la présente délibération. Merci maître. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La numéro 14. Colline Natala sur le protocole d'engagement réciproque renforcé. Politique de la ville, protocole d'engagement réciproque renforcé. La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle se déploie sur des territoires infra-urbains appelés quartiers prioritaires de la politique de la ville, caractérisés par un écart de développement économique et social important avec le reste des agglomérations dans lesquelles ils sont situés. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a redéfini les critères d'éligibilité pour concentrer les moyens vers les territoires les plus en difficulté. Désormais, pour identifier les quartiers prioritaires, un critère unique est retenu, la part de population ayant un revenu inférieur à 11 250 € par an. Ce sont ainsi désormais 1514 quartiers situés dans 859 communes qui bénéficient de la politique de la ville. 2 quartiers de Moissac à la politique de la ville ont été retenus, le quartier du Sarlat et le quartier Centre-Ville. Le contrat de ville a été voté en conseil municipal le 4 juin 2015 et signé le 10 juillet 2015. Il s'articule autour de 3 piliers définis par le ministère de la Ville: la cohésion sociale, le cadre de vie et la rénovation urbaine, le développement économique et l'emploi. Les questions liées à la jeunesse, à l'égalité entre les hommes et femmes et la prévention des discriminations, la gouvernance et l'implication citoyenne font l'objet d'une approche transversale entre les différentes thématiques. Circulaire du ministre de la Ville du 15 octobre 2014. L'État a souhaité, à mi-parcours du contrat de ville, initialement 2015-2020, réaliser un premier bilan de celui-ci, le prolonger de 3 années, aujourd'hui 2015-2023, et procéder à sa rénovation. Suite à la mobilisation d'associations, d'élus et du pacte de Dijon, cette rénovation se traduit par un protocole d'engagement réciproque et renforcé. Ce protocole précise les bilans des actions effectuées, les priorités du contrat pour les 2 prochaines années, ainsi les ressources mobilisables. Il a été co-construit à Moissac depuis 2019 avec les associations impactées, les partenaires initiaux et la municipalité, et partagé en comité de pilotage le 21 mai 2021. La circulaire du 15 octobre 2014 précise également que les contrats de ville devront être signés à l'échelle intercommunale entre l'État et le président de l'EPSI et les maires des communes concernées. Il est proposé d'approuver ce protocole d'engagement réciproque et renforcé, joint à l'annexe, qui est un avenant au contrat de ville initial, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat cadre. Merci Claudine. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Cavalier. Alors, cette délibération concerne effectivement le protocole d'engagement des partenaires dans le cadre de la politique de la ville. Et elle est nécessaire au bon déroulement de la politique de la ville qui est mise en place sur Moissac depuis 2015. Les élus de l'opposition sont donc favorables à cette délibération. Cependant, vous évoquez dans la délibération la mobilisation des associations. Or, l'avenant du contrat de ville qui est annexé, l'avenant au contrat de ville de Moissac 2021-2023, ne fait pas apparaître de bilan des nombreuses et diverses actions qui ont été menées par l'ensemble des associations de ce bassin de vie, qui œuvrent, toutes ces associations œuvrent auprès de la population.
Un rappel des actions réalisées aurait été le bienvenu, afin que l'ensemble des nouveaux élus prennent connaissance de ces actions et de la dynamique des associations que nous avons sur Moissac. La liste des partenaires à ce protocole d'engagement est simplement rappelée en annexe et pas du tout mis en valeur. Donc c'est leur donner peu de reconnaissance et nous le regrettons fortement. Je vous rejoins sur le manque de lisibilité des actions des associations. Nous-mêmes, lors des arbitrages à la politique de la ville, on a constaté qu'il y avait ce manque d'informations et nous le regrettons. Nous l'avons d'ailleurs fait savoir au service de l'État. Mais je vais céder la parole à Aude-Cance qui suit ce dossier et qui pourra vous en dire un tout petit peu plus encore. Oui, concernant les bilans des associations, en fait, elles ont été partagées sur une première approche lors du comité de pilotage qui a eu lieu le 21 mai 2021 et qui mettait en exergue les bilans depuis 2015 exercés par les principales associations actives sur le territoire ou qui sont parfois basées sur Montauban et qui interviennent sur le territoire de Moissac. Donc il y a eu des bilans qui ont été effectués et projetés à ce moment-là. Ils ne sont pas détaillés complètement dans le protocole, tout simplement parce que le protocole, c'est surtout une feuille de route qui complète le contrat de ville initial qui s'est arrêté en 2020. En 2022 aura lieu une évaluation du contrat de ville qui a été déployé depuis 2015 avec des indicateurs sur un certain nombre d'actions, sur des actions récurrentes qui ont été menées par des associations sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, la numéro 15, Guy Lourmed. Approbation de la convention à intervenir entre la ville de Moissac et l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn-et-Garonne. EPLEFPA et au SCFAA, petit trait, CFPPA du Tarn-et-Garonne. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal d'une convention entre la ville de Moissac et l'établissement public local d'enseignement de la formation professionnelle agricole du Tarn-et-Garonne. À nouveau, je vais vous lire le EPLEFPA et au CFAA, CFPPA du Tarn-et-Garonne pour la mise en disposition d'un plateau technique. Dans le cadre du contrat de ville et dans le cadre du projet de rénovation urbaine, la mairie de Moissac dispose d'un appartement pédagogique T3 dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, le Sarlat. Ce dernier, d'une surface 56 mètres carrés 91, situé dans un bâtiment B, résidence des Figueries, à Moissac. Il peut être mis à disposition d'organismes de formation tels que le ELEPLEFPA et CFAA, CFPPA pour la préparation de la validation du titre professionnel, ADVD, assistance de vie, dépendance et du DEAES, diplômé d'état d'accompagnement éducatif et social, en tant que plateau technique. Aussi, monsieur le maire, après avoir fait lecture, propose d'approuver l'adhésion de la convention de commandant d'un appartement pédagogique entre la ville de Moissac et l'établissement public local d'enseignement de la formation professionnelle agricole du Tarn-et-Garonne, EPLEFPA et au SFAA CFPPA du Tarn-et-Garonne. Merci Guy, on t'a pas épargné avec toutes ces lettres. Tu n'étais pas obligé de tout lire entre parenthèses, mais là c'est vrai que ça devait être éprouvant parce que c'est des termes comme l'État s'est mis en faire.
Plus c'est long, moins ça va dire grand-chose en plus. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 16, Stéphanie Gaillet avec la CAF. Alors, c'est l'approbation de la convention de l'axe 2, fonds publics et territoires à intervenir avec la CAF de Tarn-et-Garonne. Donc, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion COG signée avec l'État pour la période 2018 à 2022, la branche famille souhaite accentuer sa politique de réduction des inégalités territoriales et sociales et créer pour cela le fonds public des territoires. Les objectifs de ce fonds s'inscrivent dans le prolongement des expérimentations conduites lors de la précédente COG sur différents champs thématiques, dont celui consistant à adapter l'accueil aux besoins des publics confrontés à des problématiques liées à l'employabilité ou à des situations de fragilité. Par la lettre circulaire CNAF numéro 2019-003 du 20 avril 2019 portant sur l'accompagnement des besoins spécifiques par la mise en œuvre du fonds public et territoire, pour la période 2019-2022, les CAF sont invités à proposer aux gestionnaires de structures d'adhérer au dispositif défini de l'axe 2 de la circulaire. La convention a pour objet de déterminer le cadre d'intervention et les conditions de mise en œuvre du dispositif, fixer les engagements réciproques entre les consignataires. Les projets mobilisent simultanément donc l'accompagnement des familles pour aller à leur rencontre, identifier les besoins, prendre en compte leurs demandes et leur proposer une offre englobant une information individualisée de l'offre de services d'accueil existants et des coûts restants à leur charge. Un accompagnement en lien étroit avec l'obtention d'une offre d'accueil liée à un projet de retour à l'emploi et permettant de dépasser les difficultés à recourir à un mode d'accueil et ou à confier son enfant à une tierce personne et l'adaptation de l'offre d'accueil. Donc cette convention est conclue du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Merci. Stéphanie Gaillet, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 17 sur la charte d'engagement Tarn-et-Garonne en famille pour déployer une communication entre des familles sur le tourisme. Sophie Lopez. La structure départementale tourisme Tarn-et-Garonne développe la marque Tarn-et-Garonne en famille. Étant donné que la ville de Moissac propose une offre patrimoniale à destination des familles et du jeune public, il est dans son intérêt que cette offre bénéficie d'une plus grande visibilité départementale. L'adhésion gratuite pour obtenir la marque Tarn-et-Garonne en famille permettra de répondre à ce besoin de communication tout en insérant davantage l'abbaye de Moissac dans le réseau départemental des sites touristiques. La volonté de la commune de Moissac est de poursuivre ses efforts en termes de propositions d'action patrimoniale pour les familles et du besoin d'en améliorer la visibilité. C'est l'objet de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 18, abonnement triple encart pour développer la fréquentation du site Abbaye de Moissac. Sophie Lopez, toujours. La ville de Moissac souhaite développer la fréquentation touristique de son site Abbaye de Moissac en proposant notamment une offre spécifique destinée aux groupes et aux tours opérateurs. C'est un public dont la fréquentation a été très impactée par la situation sanitaire de 2020 et 2021. La base de données web triplencart.com valorise des lieux touristiques et leurs activités tout en servant de relais auprès de nombreux voyagistes internationaux, des groupes d'individuels et prochainement des associations et des comités d'entreprise. L'offre confort, 358 € pour l'année 2022, proposée par Triplencart, permet non seulement de créer une page dédiée sur leur site internet, mais également de diffuser directement les offres touristiques de l'abbaye de Moissac à plus de 2100 voyagistes via l'envoi d'emails ciblés.
considérant la volonté de la commune de Moissac d'accroître la visibilité de l'offre touristique de la ville de Moissac à destination des groupes. C'est l'objet de la présente délibération. Merci Sophie. Y a-t-il des questions sur cette délibération, Monsieur Bousquet? Oui, donc maintenant vous choisissez de prendre un abonnement pour une application pour augmenter la fréquentation du cloître, et je pense qu'effectivement il en a bien besoin. Ça va peut-être être l'occasion de revenir sur votre bilan liminaire de début de conseil municipal, puisque si on regarde, puisque vous vous réjouissez effectivement d'avoir une reprise de l'activité à Moissac, si on regarde juste ce qui s'est passé en Tarn-et-Garonne du point de vue du tourisme l'année dernière, on s'aperçoit que le bilan est extrêmement favorable en 2021. C'est-à-dire que le nombre de nuitées a augmenté partout. On a été à 12% de plus au Tarn-et-Garonne. Même Belle-Perche, vous voyez l'abbaye de Belle-Perche, on est à plus 17% en 2021 sur l'abbaye de Belle-Perche. Bon, et bien à Moissac, vous savez, on est sur 17% en moins de fréquentation sur le cloître. 17% en moins. Donc, certes, on vient de traverser 2 années difficiles, mais 2020 a été extrêmement difficile avec 2 confinements durs, et là on fait moins 17 en 2021. C'est-à-dire qu'il y a moins 17% de personnes qui ont payé pour entrer au cloître en 2021, alors que dans le même temps, tous les autres sites de Tarn-et-Garonne ont connu une embellie. Donc effectivement, ça, on peut s'abonner à des applications pour essayer de faire en sorte que la fréquentation augmente. Mais je pense que la situation, elle est quand même, du point de vue du tourisme, qui est quand même une des ressources principales, hein, c'est pas la seule, bien entendu, mais c'est une ressource très importante de la ville. On s'aperçoit que de ce point de vue-là, il va falloir travailler le bilan. Hein. Vous savez quand même que le tourisme, c'est une compétence de l'intercommunalité. Qui c'est qui gère le cloître? C'est vous, l'intercommunalité, qui gérez le cloître? Annie Deléché vous a rappelé le fondamental. Le tourisme, c'est intercommunal. Vous avez raison, c'est la mairie qui gère l'abbaye. En matière de communication, c'est l'office de tourisme qui gère cela. Par conséquent, étant vice-président chargé du tourisme, j'ai relevé qu'il y a une problématique sur ce déplacement de l'office du tourisme qui a été isolé là où il est aujourd'hui. Nous allons donc travailler au dépassement de son comptoir d'accueil, voire même de l'ensemble de l'office de tourisme. Et ensuite, nous allons mener d'autres activités, notamment développer le tourisme de bien-être et sportif, puisqu'il faut varier les attraits du territoire. Il n'y a pas que le patrimoine monumental et historique, mais ce patrimoine monumental et historique, et je l'ai dit à mes collègues de l'intercommunalité, ça fait des années que partout en France, excepté la ville de Belle-Perche, mais quand on parle de rien, effectivement, on ne peut commenter, en ce qui concerne le cloître de Moissac, ça fait des années que c'est le premier site, et effectivement, il est vrai que les nouvelles générations se détournent un peu du patrimoine. Je ne peux que le regretter, donc il faut qu'on développe d'autres sources d'attrait touristique, notamment par je vous dis, la nature, les chemins de randonnée, les berges, la voie verte. Donc tout ça, on va le faire avec l'intercommunalité et le département. Mais par contre, nous prenons soin du cloître, puisque nous entamons, et ça fait partie de la valorisation du site, pour attirer des touristes, il faut que le cloître soit attirant et sous ses plus beaux aspects. Et force est de constater que depuis des décennies, il est en souffrance. Donc dès 2022, nous entamons 8 années de travaux, des travaux d'ailleurs inédits, qui vont peut-être attirer d'ailleurs des médias, pourquoi pas Cyril Hanouna également, qui viendront faire des reportages sur notamment les nouvelles méthodes de dessalement des pierres pour sauver ce patrimoine en péril. Donc rassurez-vous, sur le patrimoine, on met le paquet. D'ailleurs, il n'y a pas que le cloître, il y a l'église Saint-Jacques. Daniel Papuga et Sophie Lopez travaillent à la restauration de l'église Saint-Jacques qui avait été entamée, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a le patrimoine rural, l'église de Saint-Julien va rouvrir cette année. Nous sommes intervenus sur toutes les églises rurales en 1 an et demi, à la grande joie d'ailleurs des habitants des quartiers ruraux. Nous allons aussi embellir le port canal, développer des structures pour le vélo.
Donc en matière touristique, même si ça n'est plus la compétence de la commune, nous allons quand même faire des efforts et essayer d'attirer d'autres touristes avec des nuitées, parce que le problème c'est qu'on a un tourisme journalier à Moissac et sur le département, il faut qu'on arrive à gagner de la nuitée. Donc il y a aussi ce projet qui est mené notamment par Annie Delchet, Daniel Châtel, entre autres sur, et Guy Lourmed sur la cure UVAL. Donc vous voyez, on travaille sur tous les fronts, même si ce n'est pas de notre compétence. Mais on tient à ce que la commune de Moissac demeure attractive. J'ai dit en ouverture que ça ne servait pas à grand chose de débattre, donc c'est uniquement pour compléter et corriger. Corriger parce qu'effectivement, ce n'est pas en répétant des contre-vérités que ça devient des vérités, on en a déjà parlé. Donc partout, les sites patrimoniaux ont augmenté, partout en France. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont baissé. En 2021, ils ont augmenté partout en France. Et ils ont augmenté, et là c'est un mea culpa de ma part, Belle-Perche, c'est pas 17%, c'est 44% en plus. Entre 2021 et 2020. C'est sûr, quand on est marre de cigares, oui, on peut commencer. C'est logique. Mais il n'empêche que, et pour les nuitées, puisque c'est ce qui vous importe, c'est plus 12% sur le Tarn-et-Garonne en 2021. Sur le Tarn-et-Garonne, on est à plus 12% de nuitées. Donc, il y a un problème, moi, ça. Je rappelle que c'est le département et l'intercommunalité qui gèrent cela, mais néanmoins, on développe de nouvelles activités, notamment sur le bien-être et sur la politique culturelle et festive. Donc on ne peut pas nous accuser de ne rien faire. Sur les annuités, vous parlez de 12%, très bien, mais Moissac est intégré, n'oublions pas. Et Moissac est pratiquement le principal émergeur du Tarn-et-Garonne. Notamment via le camping. Voilà. Un camping 3 étoiles, dont nous avons engagé l'année dernière un plan pluriannuel d'investissement. Je vois que nos réponses vous font rire, mais bon, quand on n'a rien à dire, on rit. Voilà. Ça remplace le vide. Oui. Alors je répète, il me semble que s'il y a quelque chose qui n'en pas, ce sont bien les chiffres. Et puisque vous parlez d'attractivité touristique, je rappelle aussi à la cantonade qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui ont été faites dès votre arrivée. En particulier, arrêter un projet qui était un projet muséal entièrement ficelé et qui était financé. Alors certes, il était financé à 80%, puisque une commune doit financer 20%. Dans lequel avait déjà été engagé, et ce depuis 2 mandats, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui avait été pensé en 2 ans par la majorité Armio, ils y ont travaillé pendant 6 ans, il y avait déjà eu un travail préalable, et là tout était ficelé, avec une attractivité, on a des collections qu'on ne montre pas, on a effectivement quelque chose à faire au niveau du musée de l'abbaye, et une de vos premières décisions, ça a été d'arrêter ce projet, alors que tous nos partenaires, l'État, les autres collectivités, étaient prêts à le financer. Donc après, effectivement, en termes d'attractivité, on peut comprendre qu'on ait du mal à tenir la dragée haute à n'importe quel autre site, étant donné que tout ce qui pourrait être quelque chose qui valorise ce site, c'est laissé de côté depuis votre arrivée. Comme le dit Annie Delchet, c'est toujours le premier site visité du Tarn-et-Garonne, et après, mettre plusieurs centaines de milliers d'euros, sans compter ensuite les centaines de milliers d'euros de charges de fonctionnement pour un musée qui allongeait de 15 minutes la présence des touristes sur Moissac, je pense que ça fait cher la minute. Pour le contribuable moissagais, sachant qu'il y a un tiers des Moissagais qui paient des impôts. Donc voilà, nous préférions effectivement mettre le holà sur une dépense totalement inconsidérée, qui, je rappelle, si vous ramenez les frais de fonctionnement par année et ce que coûtait ce musée, parce qu'il n'y a pas que la ville, il y a aussi les impôts via la région, les impôts via le département, les impôts via l'État et notre contribution nationale via l'Europe. Donc même s'il y a d'autres partenaires, c'est avec les impôts des Moissagais aussi que ça se fait, et de nos compatriotes. Donc si vous additionnez tout cela, pour une durée allongée de 15 minutes la visite, allez 20 minutes maxi, je pense que ça fait un peu cher. C'est vrai qu'il vaut mieux que les impôts de la région et du département financent le musée. J'ai pas entendu. Il vaut mieux que les impôts nationaux de la région et du département financent le musée Ingres que le musée de Moissac. Il faut aussi savoir reconnaître, et je cède la parole à Sophie, qu'il y a, on n'a peut-être pas non plus des archives, pas des archives, mais des réserves qui sont aussi à la hauteur du musée. Il faut savoir faire en fonction de ses moyens et pas voir plus gros que ce que l'on est, parce qu'à un moment donné, la baudruche est gonfle et quand elle pète,
On est tous inondés. Sophie. Il me semble que aussi le musée Ingres n'est pas une opération particulièrement rentable. Il me semble qu'ils sont déficitaires. Ça ne marche pas. Toutes ces dépenses inconsidérées n'ont pas eu un résultat très probant. Là, vous parlez du Grand Montauban et de Montauban, c'est plus de 100 000 habitants, nous on est qu'à 13 000. Donc, votre comparaison est totalement déraisonnable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Et je précise d'ailleurs que cette proposition de visibilité numérique, c'est notre chef de service et chef du patrimoine qui est, je pense, pas si incompétent que ça, qui l'a proposé. Oui, Dani, la parole est à vous pour la prochaine délibération. Dépôt d'un objet des collections municipales au musée de Cahors. La mairie de Cahors sollicite le dépôt d'un objet des collections du musée de Moissac. Cette demande s'inscrit dans la politique de réaménagement du musée Henri Martin, qui va rouvrir ses portes le premier semestre 2022. L'objet demandé est un petit bronze d'Anne Romain figurant un homme qui conduit un porc au sacrifice. Il a été découvert à Trois-Rames dans le Lot par Armand Viré. Il est conservé dans les réserves du musée. Monsieur le maire atteste que cet objet n'est pas destiné à être exposé à Moissac et que son dépôt au musée de Cahors est un atout pour la visibilité de la ville, tout en initiant un partenariat avec un établissement muséal géographiquement proche. Autorise donc Monsieur le maire à signer la convention de mise en dépôt entre la ville de Moissac et le musée Henri Martin de la ville de Cahors. Merci. Dani, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La numéro 20, Dani aussi, sur un classement un monument historique des fragments de vitraux. La Commission régionale du patrimoine et de l'architecture CRPA, réunie le 2 novembre 2021, a émis un avis favorable à l'inscription au titre des monuments historiques du tableau Eliezer et Rebecca de la cloche du XIVe siècle de l'église Saint-Avis, ainsi que des fragments de vitraux du XVIe siècle déposés dans les réserves municipales. Considérant l'intérêt historique et artistique de ces fragments de vitraux, 4 rondelles et d'autres fragments divers, la CRPA a formulé le vœu de proposer ce dossier à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture pour obtenir leur classement au titre des monuments historiques. Considérant l'intérêt du classement de ces fragments de vitraux au titre des monuments historiques, autorise Monsieur le maire à donner son accord express pour proposer à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le classement de ces fragments de vitraux au titre des monuments historiques. Merci Dani. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, la numéro 21, toujours Dani, sur la convention de la CIR pour le prêt d'une exposition dans le cadre de l'année Jacquer. Depuis 1998, l'abbaye de Moissac est l'un des 77 éléments du bien des chemins de Compostelle inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville s'engage depuis à conserver et valoriser ce bien, en participant notamment aux événements initiés par l'Agence des chemins de Compostelle, à Cire-Compostelle. Dans le cadre de la programmation de l'année Jacquer 2022, la ville se propose d'accueillir du 2 avril au 8 mai l'exposition Campus Telae. Cette exposition est réalisée par l'Agence française des chemins de Compostelle en partenariat avec l'ENA et les éditions du patrimoine et s'appuie sur la série de bandes dessinées Campus Telae. Composée de 20 panneaux en toile lestée, l'exposition brosse l'histoire du pèlerinage vers Compostelle, des origines à nos jours, à travers une approche accessible et ludique. Elle conjugue une richesse de contenu et d'illustration. Sa location pour la période définie est de 350 €. La ville se charge du transport aller et retour. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'une convention signée entre la ville de Moissac et la CIR, Agence des chemins de Compostelle, demeurant au 4 rue Clémence Lisor, 31 000 Toulouse, représenté par M. Niels Brunet, directeur. D'approuver les termes de la convention ainsi annexée, d'autoriser M. le maire à signer la convention entre la ville de Moissac et la CIR
représenté par M. Nils Brunet, directeur. Merci Dani. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée par le numéro 22, Sophie Lopez, pour une modification du règlement municipal de la médiathèque. Suite à l'adoption de l'article 9 concernant les horaires d'ouverture des services municipaux de la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail lors du conseil municipal du 16 décembre 2021, il convient de modifier le règlement intérieur de la médiathèque comme indiqué ci-après. Les mardis, alors donc pour l'espace espace jeunesse et adultes, donc les mardis et les vendredis de 13h30, c'était les anciens horaires, ça, de 13h30 à 18h, les mercredis et jeudis de 10h à midi et de 13h30 à 18h, et le samedi, donc ancien horaire, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les nouveaux horaires, à compter du 4 janvier 2022, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à midi et de 13h30 à 18h, et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Merci Sophie. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, la numéro 23, Pierrette, au fait de la Pentecôte. Monsieur le maire informe à l'Assemblée communale que la ville de Moissac organise le comité des fêtes, les traditionnelles fêtes de Pentecôte, du 3 au 6 juin 2022. Conformément au testament de feu Dominique Claverie, la ville offre tous les ans à cette occasion un don à une jeune fille élue La Rosière. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer à la future Rosière la somme de 200 €. Il vous est demandé d'approuver l'organisation du partenariat du comité des fêtes, des traditionnelles des fêtes de Pentecôte du 3 au 6 juin, d'approuver que la ville offre tous les ans à cette occasion un don à une jeune fille élue La Rosière, conformément au testament de feu Dominique Claverie. Il vous est demandé également d'autoriser monsieur le maire à attribuer la somme de 200 € à la future Rosière. C'est bon, merci Pierrette. Donc s'il y a des questions à ce sujet, il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nous allons donc terminer avec cette séance. Vous pouvez prendre connaissance des décisions que vous avez annexées au Conseil. Pas d'autres questions. Donc nous pouvons enlever la séance et nous vous souhaitons une bonne soirée et merci au public qui est venu nombreux ce soir.